Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BFM, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à Au cœur du sport. Ce soir, nous avons avec nous un immense champion, un roi de la route, en tout cas quelqu'un qui avale les kilomètres comme si tout simplement c'était un moteur de TGV. C'est un cycliste que les Burkinabés aiment et adulent. Lui, c'est Paul Domo. Paul Domo, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous ne résidez pas au pays, vous êtes en Guadeloupe où vous courez pour le club encore, c'est Guidon Sprinter Canalien. Bon, il fallait que tu le GSC, dises. voilà. GSC, voilà. Donc, Paul Domo court donc en Guadeloupe. Il est là pour défendre les couleurs de son pays à l'occasion du Tour du Faso. Belle occasion pour nous donc d'échanger avec lui autour de sa carrière et de ses perspectives. Mais avant de venir échanger avec Paul Domo, pour vous prouver que c'est quelqu'un qui gagne sur les routes, mais pas avec la bouche, nous allons aller suivre quelques arrivées de Paul Domo. Quand même. Attention, c'est parti. Attention, je vois. Attention, Bessel. Attention, Bachirou. Bachirou, Bessel. Toumapol. Thomas Sankara, il s'appelle Paul Domo, de l'équipe nationale de Burkina Faso. L'explication c'est maintenant. Et c'est Paul Domo qui va déraciner le grand point d'intervention. Alors, Paul Domo, juste un mot sur ces images. Ben, ça fait plaisir de voir ces images-là parce que nous, on est sur le vélo, donc le point de vue n'est pas le même. Donc, on n'entend pas forcément le speaker ainsi que la foule avec précision, mais du coup, là, voir ces images-là et voir la foule se soulever en même temps que je franchis la ligne, ça fait vraiment plaisir. D'accord. Alors, Paul Domo, on repart donc comme au départ des courses, comme vous le dites. Comment Paul Domo est venu au cyclisme? Eh bien, je suis venu au cyclisme sur route tout d'abord avec la pratique du VTT que je pratiquais en loisir à Bobo-Dioulasso quand je résidais encore là-bas. Et ensuite, de fil en aiguille, au fur et à mesure des sorties, bon, la capacité est venue petit à petit et j'ai rencontré un groupe de cyclistes qui m'a vraiment épaulé et qui m'a proposé de rentrer en contact avec l'AS SIFA de Bobo-Dioulasso. Donc c'est ainsi que voilà, j'ai pu obtenir le premier vélo de route avec lequel j'ai roulé, ma première licence. Et donc du coup, voilà, je suis arrivé un petit peu dans le milieu, je ne vais pas dire par hasard, mais vraiment, ce n'était pas quelque chose de prédéfini ou voilà, où peut-être j'avais un parent qui était cycliste et dont j'ai suivi les pas. Non, vraiment, ça s'est fait assez naturellement. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Dans vos rêves d'enfant, le vélo n'était pas un idéal? Non, pas vraiment. Honnêtement, je ne pourrais pas dire que j'avais comme rêve étant petit de participer au Tour de France, etc. Non, c'est vrai que je suivais le vélo, je savais ce qu'était le Tour de France, mais à tel point que voilà, quand j'ai commencé vraiment en 2017 avec le premier vélo de route, je ne savais même pas qui avait gagné le Tour de France jusqu'à présent. J'entendais des noms comme ça, mais je ne savais même pas comment ça fonctionnait le Tour de France. Donc, c'est vraiment très récent. Après, j'ai toujours apprécié le sport et le vélo en particulier, mais je n'en avais jamais fait un objectif ni un rêve d'enfant de performer à ce niveau-là. Et le Tour du Faso? Est-ce que le Tour du Faso, bon, tu entendais parler ou bien ça t'avait un tout petit peu intéressé? C'est vrai que résident au Burkina Faso, j'avais forcément entendu parler de cet événement sportif. Mais vraiment sans plus, hein, jusqu'à ce que j'intègre vraiment l'équipe et que voilà, je fasse les premières compétitions, que je me rende compte un petit peu de l'envergure de l'événement. Mais avant ça, on va dire lorsque j'étais encore qu'un simple civil, un simple écolier, voilà, je n'avais pas encore réalisé à quel point le Tour du Faso était vraiment important au Burkina Faso et plus généralement même en Afrique. Oui, alors vos premières courses, vous vous rappelez? Les premières courses, disons, en griffe professionnelle sur vélo de compétition? Oui, je me rappelle, il y a
J'ai un trou de mémoire, mais en 2018, Oui. non, 2017, j'avais 2017. remporté ma première compétition, c'était le Grand Prix Senosbe. Mhm. L'arrivée, Déjà, hein. c'était jugé à Koudougou. Et ça a été la première victoire que j'avais pu enregistrer sur le sol burkinabé. C'était à l'approche justement du Tour du Faso, à quelques jours du grand départ. C'était un petit peu particulier parce qu'il y avait justement à l'époque des coureurs burkinabés qui avaient effectué un stage en France et qui venaient de revenir. Donc c'était les têtes d'affiche. Il y avait, je crois, aussi une équipe du Congo, de la RDC, Oui. qui était venue, d'ailleurs qui avait fait deuxième ce jour-là. Et ça avait été assez marquant pour moi parce que ça me permettait de me situer, de commencer à me situer un peu dans l'horizon du cyclisme burkinabé. Ouais, est-ce que vous avez eu des problèmes à prendre vos repères, pour ainsi dire, surtout que le cyclisme, comme vous avez dit, vous y êtes arrivé comme par hasard? Oui, c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de codes, beaucoup comment dire, de pratiques qui sont déjà établies. C'est vrai que c'est un sport qui est très ancien. Donc du coup, ça fait que moi, je suis arrivé avec un regard nouveau sur la discipline. Et après, il a fallu que je m'adapte assez rapidement parce que, voilà, comme je l'avais dit, ma première fois de monter sur un vélo de route, c'était en mars 2017. Et la première compétition que je remporte, c'était en octobre 2017. C'est allé vite quand même. Oui, c'est allé très très vite. Oui. Et il a fallu que je m'adapte même au-delà du plan physique, mais voilà, m'adapter au peloton, comment ça fonctionne un peloton, des coéquipiers, etc. Qui étaient vos premiers coéquipiers? Mes premiers coéquipiers, c'était à l'AS Sifa, j'avais eu Amidou Sanfo, Amidou Sanfo qui a pris sa retraite désormais. Et il y a aussi eu Koné Souleymane, qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui est à l'AS Bessel. Ouais. Ils font partie de mes tout premiers coéquipiers avec qui voilà, j'ai pu partager les premiers coups de pédale à l'AS Sifa. Alors, après l'AS Sifa, vous venez à l'AS Bessel. Et comment ça s'est passé? Eh bien, disons que la saison 2018 s'était très bien passée, justement avec la victoire, etc. Mais bon, malheureusement, on a eu le décès justement du président Lassina Traoré. Donc du coup, ça avait été un petit peu compliqué par la suite de rester à Bobo parce que c'était à peu près le seul club qui arrivait justement à effectuer les déplacements sur la capitale, etc. Donc après, il a fallu que je prenne une décision vu que tout s'était passé vraiment très vite. Il avait fallu que je fasse avec. Et on a constaté avec mes parents que la meilleure solution pour moi pour continuer dans le domaine à être performant, c'était de me rendre à la capitale, Ouagadougou, dans un club performant aussi et avec lequel je pourrais voilà, m'épanouir. Oui, quel a été le rôle de Bruno Hermigny dans votre développement? Eh bien, Bruno Hermigny, c'est celui qui m'a permis de faire la transition du VTT au vélo de route parce que voilà, lui, c'est un ancien coureur cycliste. Il a couru en France. Au niveau amateur, il avait déjà eu un beau palmarès. Donc du coup, quand il m'a rencontré, il a tout de suite vu en moi le cycliste que j'aurais pu devenir. Donc c'est lui qui m'a conseillé voilà, d'effectuer le changement parce que voilà, il savait que j'avais le potentiel et que malheureusement au Burkina, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de compétition de VTT. Donc ce n'était pas vraiment un domaine où c'était possible pour moi de m'épanouir. Donc afin que je puisse voilà, continuer à progresser et à gravir les échelons, il m'a conseillé justement de passer sur la route et il m'a proposé aussi mes premiers plans d'entraînement, les premiers coachings, que ce soit sur le plan physique mais aussi sur le plan personnel, mental, etc. Donc vraiment, c'est lui qui m'a donné le coup de pouce pour vraiment démarrer la carrière. D'accord. Alors, arrivé à l'AS Bessel, vous arrivez, c'est le club qui monte, c'est quand même à côté de la JCK. Bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres clubs, mais pas aussi fortes. Tout de suite, comment s'est fait votre intégration à l'AS Bessel? Eh bien, l'intégration à l'AS Bessel s'est faite après le Tour du Faso 2018 que Mathias Sorgo avait remporté. Oui. J'avais été un de ses lieutenants de course. J'avais fait une bonne prestation pour un premier Tour du Faso. Donc forcément, ça avait intéressé certains clubs de la capitale, dont l'AS Bessel qui m'avait rencontré en premier. Donc voilà, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé justement le projet sportif qui semblait intéressant, me permettre
de grandir auprès d'eux et d'acquérir de l'expérience avec des coureurs chevronnés comme à l'époque on avait Salif Bikenga, Seydou Bamogo pour ne citer qu'eux. Donc ça me permettait, voilà, malgré mon jeune âge, de continuer à apprendre à leur côté, mais en ayant toujours quand même l'opportunité pour moi de marquer des points, gagner des courses. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait et en 2019 je suis arrivé à la SBCL. Oui, mais alors à la SBCL, comme on l'a dit, c'était quand même c'est le club phare avec ses moyens, mais avec ses ambitions, mais aussi, quoi qu'on dise, avec la rivalité. Alors, Paul Domo arrive, jeune coureur, prometteur. Bon, quoi qu'on dise, même s'il y a l'équipe, il y a aussi l'individu. Est-ce que tout de suite, vous avez été accepté? Oui, franchement, je dirais que ça s'est fait assez rapidement parce que dès 2018, j'ai pu participer déjà aux premières sélections nationales. Donc, effectivement, pour moi, j'avais un petit peu à ce moment-là la barrière de la langue. C'est-à-dire que je ne parlais pas ni le Moré ni le Dioula. Oui. Donc, c'était un petit peu compliqué, le petit blanc qui arrive dans l'équipe nationale, juste au niveau de la langue, hein, parce qu'il y en avait certains avec qui je devais essayer de comprendre et ils devaient essayer de me comprendre. Mais franchement, j'ai été bien accueilli. Il n'y a pas eu de discrimination, ni par mon âge, ni par mon origine. Je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de rentrer aussi vite dans le vif du sujet. Parce que voilà, quand je suis arrivé, il n'y a pas eu de jalousie. Même au niveau de la SBCL, vraiment, ça s'est fait très naturellement. Parce qu'au niveau de l'encadrement, même, ça avait été bien défini. On savait vraiment ce qu'il y avait à faire. Il y avait un capitaine de route. Chacun savait exactement le rôle qu'il avait à jouer. Donc finalement, les pièces du puzzle se sont agencées assez facilement et je n'en ai jamais souffert, effectivement. Et quel a été votre rapport avec le président Bationo? C'est vrai que c'est un passionné. Il a fait la SBCL, il a mis. Mais en vous faisant venir, quels ont été vos rapports personnels au départ? Eh bien, au début, tout naturellement, ça a été une relation de président et coureur. Donc, étant donné qu'il ne résidait pas sur le Burkina Faso à ce moment-là, les échanges se sont faits par téléphone. Mais après, franchement, comme je l'ai dit, ça s'est très bien passé. Tout de suite, en plus, on a commencé à gagner assez rapidement. Donc, forcément, il y avait de l'engouement, il y avait une bonne dynamique. Donc, après, au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus qu'une simple relation professionnelle. Ça a vraiment commencé à devenir une famille et jusqu'à aujourd'hui, voilà, on entretient des très bonnes relations, même si je ne suis plus à la SBCL. Et voilà, ça a évolué vraiment en bien jusqu'à aujourd'hui où vraiment on a des liens très forts, au-delà même du statut de président-coureur. Alors, on va rester un peu à la SBCL parce que ça a été vraiment le fondement de... Quand vous avez commencé à gagner des courses, pour les devenus naturellement le leader technique de l'équipe, avec les coachs, comment ça se passait, surtout que en termes de technique, il n'y a pas de barrière de langue, mais il y a quand même des principes qu'il faut respecter. Eh bien, à ce moment-là, quand j'étais à la SBCL de 2019 jusqu'à 2023, c'était Abdoulwahab Sawadogo qui était l'entraîneur. Donc, je pense qu'il n'est plus à présenter. Absolument. Il a déjà fait ses preuves. Le lion de Boussé, comme on l'appelle. C'est ça, exactement. Il a déjà fait ses preuves. Donc, voilà, il a été aussi un élément très important dans ma carrière parce que, voilà, étant donné qu'il avait été un grand sprinter dans sa carrière et qu'il a eu à voyager, à prendre de l'expérience à gauche, à droite dans les différents pays qu'il a rencontrés. Donc c'est lui qui m'a transmis vraiment cette expérience. Bien évidemment, moi j'ai joué le jeu, je me suis donné à cœur joie, j'ai vraiment écouté à fond tout ce qu'il avait à me dire, tous les conseils qu'il avait à me donner, en lui faisant totalement confiance parce que je savais ce dont il était capable. Et finalement, quand je regarde en arrière, je suis assez content de l'avoir écouté parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui m'a permis de me montrer comment se passer un sprint, comment se comporter dans le peloton et voilà toutes les petites techniques dont on a besoin quand on est coureur qu'on ne peut pas non plus deviner soi-même. Alors justement, d'autant que vous n'avez pas passé par une école de cyclisme, donc toutes les petites théories qu'on aurait pu donner à un débutant, vous ne l'avez pas eu. Comment vous êtes devenu sprinter? Eh bien, je pense que c'est physiologique, je pense. Peut-être par rapport à mes fibres musculaires, je pense, parce que étant donné que la première sortie avec laquelle j'ai effectué avec la SIFA,
C'était la première fois que je montais sur un vélo. J'ai récupéré, par exemple, pour l'anecdote, je récupère le vélo un samedi soir, je fais les petits réglages et le dimanche matin, je vais à la sortie avec les coureurs de l'AS SIFA. Et on va sur une distance et on simule trois points chauds. Et justement, sur les 3 points chauds, j'en remporte 2. Et le troisième, je fais deuxième. Et je pense que c'est là où ils ont tout de suite peut-être repéré un peu le potentiel parce qu'ils se disaient que peut-être j'avais justement subi une formation de sprint, etc. Et lorsque je leur ai annoncé que non, c'était ma première sortie avec un vélo de route, ils étaient un petit peu surpris. Agréablement surpris de voir mes capacités avec pas du tout d'expérience en la matière. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi et qu'il avait fallu révéler avec justement les bonnes personnes à mes côtés, en la qualité de Bruno et de Abdoulwahab Saadogo, qui ont vu justement ce petit truc peut-être en moi qui m'ont permis de m'épanouir. Alors, vous vous imposez tout de suite comme le sprinter de l'AS Bessel. Alors, il y a certains, sans doute, qui disaient, écoutez, il ne faut jamais laisser Paul arriver au sprint, il faut le lâcher. Alors, quels étaient vos rapports dans le peloton, justement avec les rouleurs qui savent qu'une fois qu'on est à 1 km de l'arrivée, si c'est le dernier tour, c'est perdu. C'est vrai que ça n'a pas toujours été évident, oui. Mais avant de m'accomplir comme un sprinter, j'avais déjà eu l'occasion d'être assez bon rouleur, de pouvoir sentir la course, les bonnes échappées. Donc quand je suis arrivé à l'AS Bessel, je suis arrivé dans une équipe vraiment bien structurée avec des rouleurs expérimentés et en nombre. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de peut-être remporter pas mal de compétitions parce que on savait très bien ce qu'il fallait faire. On avait parmi nous des rouleurs chevronnés, par exemple Salif Yarbanga, qui a vraiment fait ses preuves aussi auparavant. Donc forcément, quand on a des coéquipiers comme ça qui permettent de sécuriser, stabiliser la course, annuler les différentes échappées pour ne pas qu'on ait à fournir trop d'efforts à l'arrivée, forcément, je pense que ça donne les résultats qu'on a pu constater jusqu'à présent. Et ça a été vraiment très important pour moi justement d'avoir, comme on dit dans le jargon, un train qui puisse m'amener et me déposer vraiment, on peut dire, à 250 mètres de la ligne sans avoir pris trop de vent. Oui, alors là, vous remportez plusieurs courses avec. Quelle est la victoire, votre première victoire sur l'avenue Thomas Sankara et, du moins, pas votre première victoire, la victoire sur l'avenue Thomas Sankara qui a vraiment fondé le cycliste que vous êtes aujourd'hui? Je pense que la victoire dont je me rappelle le plus, c'était le Grand Prix du président de la Fédération de cyclisme à l'époque. Je crois bien que c'était en 2019. 2019? Oui. C'était un dimanche avant le championnat national auquel j'avais fait deuxième derrière mon coéquipier Salif Bikenga. Et en fait, ce jour-là, on était parti sur la route de Boussé et on avait fait un retour sur l'avenue Thomas Sankara. Et j'étais dans l'échappée et je me suis trompé de tour. Ah oui? Je m'étais trompé de tour et j'avais lancé le sprint un tour trop tôt et j'avais célébré. Mais quand j'avais lancé le sprint, j'avais vraiment mis un grand écart à mes coéquipiers. Oui, mais la cloche n'avait pas sonné. Je ne me rappelle plus parce qu'il y avait tellement de bruit, on était échappés depuis tellement longtemps, il y avait la fatigue et tout ça. Donc la lucidité aussi n'était plus trop ça. Et forcément, quand j'ai franchi la ligne et qu'on m'a dit non, mais il reste encore un tour, là, les compagnons d'échappée, ils se sont dit ah, mais finalement, le petit, là, il nous a mis un bel écart. Donc, si on revient, il sera capable de le refaire. Donc, ça a été un tour vraiment, je me rappelle, usant parce que vraiment, les gars dans l'échappée, ils ont commencé à attaquer pour justement ne pas arriver au sprint. Mais j'avais réussi à contrôler et à revenir m'imposer de nouveau. Donc, c'est vraiment ce qui m'a marqué parce que 2 fois de suite, j'avais pu réaliser l'exploit de franchir la ligne d'arrivée en premier. Donc, du coup, ça avait aussi… il y a beaucoup de supporters qui ont apprécié justement cette victoire en disant que j'étais quelqu'un de résilient. Et je pense que c'est ce qui caractérise un petit peu ma carrière jusqu'à présent parce que je ne lâche pas facilement l'affaire. J'aurais pu franchir la ligne d'arrivée et puis peut-être m'agacer, dire oui, mais ceci, cela. Non, je suis resté focus. Je me suis dit, c'est pas grave, je l'ai fait une fois, je vais le refaire 2 fois.
Et c'est vrai que ça reste quand même une des victoires qui m'a le plus marqué. Ouais. Est-ce qu'il y a une course que Paul avait voulu gagner et qu'il n'a pas pu gagner parce que justement l'adversité était là et qui est restée dans votre tête? Au Burkina? Oui, au Burkina. Non, au Burkina, on va arriver au... Bon, en toute humilité, je peux dire qu'actuellement au Burkina, j'ai pu remporter toutes les courses dont j'avais besoin pour m'épanouir. C'est-à-dire que les différents formats de compétition, en termes de longueur, en termes de circuit aussi, j'ai eu l'occasion vraiment de les remporter. On voit le circuit de Thomas Sankara en boucle, j'ai pu le remporter parce que voilà, c'est une physionomie de course différente. Il y a le Grand Prix du Moronaba aussi qui se fait dans les alentours de la cour du Palais Royal. Là aussi, j'avais pu m'imposer sur un circuit très technique. Voilà, donc ça fait partie des virages assez beaucoup courts, de virages, beaucoup de relances. Donc c'était aussi un type de circuit que j'aurais voulu remporter. J'ai eu la chance de le remporter. Même des courses où on a fait des excursions sur la route du contournement, j'ai eu l'occasion aussi d'en remporter. Donc aujourd'hui, je suis quand même très, très heureux de pouvoir dire que dans les différents types de compétitions, j'ai pu voilà, m'exprimer et franchir la ligne en premier sur tous les types de courses que j'avais voulu, en tout cas, remporter. Alors parlons justement du circuit Thomas Sankara. Alors, à un moment donné, je me rappelle encore sur une interview à Koudougou, vous aviez dit, bon, ça en est trop, ça ne permet pas de faire de bonnes moyennes parce qu'il y a trop de relances. Vous avez couru longtemps sur ce boulevard, rien que mardi, vous y étiez encore, le 12, je vais dire, le 12 octobre, vous y étiez encore. Comment vous appréciez ce circuit? Eh bien, disons que c'est un circuit qui est relativement compliqué. Comme j'avais dû déjà l'expliquer, en termes de moyenne horaire, c'est compliqué d'avoir des moyennes quand même conséquentes. C'est un simple fait mathématique. On effectue un aller-retour. Si on a 26 tours à effectuer, de chaque extrémité, il faut ralentir et relancer. Donc si, admettons, on a 25 tours pour faciliter les calculs, c'est au moins 50 relances. Ah oui. 50 fois où il faut freiner, 50 fois il faut relancer la machine. Donc tout ça, ce sont des éléments qui viennent à casser justement le rythme et qui fait que peut-être certains coureurs auraient plus de facilité à s'exprimer sur peut-être une course en ligne. Parce que c'est vrai qu'en termes d'effort physique, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, quand on finit une course sur le boulevard Thomas Sankara, si on a fait 25 tours, c'est minimum 50 sprints qu'on a réalisé. Parce qu'à chaque virage, il faut faire un sprint pour repartir. Bon, si vous faites aussi les sprints intermédiaires au niveau de la ligne, ça vient s'ajouter. Si vous faites le sprint à l'arrivée, ça vient s'ajouter. Les sprints peut-être pour prendre les échappées, etc. Donc ça veut dire que des fois, vous pouvez terminer la course avec 70 efforts intenses. Donc ça fait que parfois, certains cyclistes n'y trouvent pas leur compte parce qu'en fonction des capacités de chacun, il y en a qui sont plus à l'aise dans des efforts peut-être sur le long terme de 4-5 minutes sans discontinuer. Il y en a qui sont plus forts sur ce genre d'efforts-là. Donc effectivement, ça propose certaines limites également aussi au niveau de la visibilité. Le fait que les coureurs puissent se voir à tout moment et puissent jauger l'écart qu'il y a entre justement une échappée et le peloton, ça fait aussi que ça rend la course un peu plus particulière. Parce que sur une étape en ligne, si une échappée elle a déjà 30-45 secondes, on ne l'a plus en visuel. Donc là, ça devient du mental. Il faut se baser sur les informations que l'on a avec l'ardoisier. Il faut pouvoir se mobiliser facilement puisqu'on n'a pas un point de repère pour chasser. Alors que sur le boulevard Thomas Sankara, malheureusement, on a beaucoup de points de repère. Donc ça fait que très souvent, les échappées, on peut voir une échappée qui va prendre le champ 2, 3, 4 minutes. On a même l'impression que l'échappée va rattraper le peloton par derrière et à la fin, on assiste à un sprint massif. Mais en fait, c'est parce que très souvent, le peloton garde simplement l'échappée en point de mire et décide d'accélérer dans les derniers kilomètres. C'est un avantage pour les cyclistes burkinabés ou bien c'est plutôt un élément entre guillemets, un désavantage parce que, comme vous l'avez dit, après, sur le cyclisme sur route, c'est compliqué parce que ça vous propose un autre environnement. Je dirais que tout n'est pas à jeter parce que, comme je l'ai dit, ça permet de faire beaucoup d'efforts. Donc, on sait très bien que le fractionné dans n'importe quel sport est important pour développer les capacités cardiaques, etc.
Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde statistiquement sur une saison, les courses en circuit du type que l'on retrouve, comme le boulevard Thomas Sankara, il n'y en a que très peu. Ok. Ça veut dire que lorsqu'on va se rendre au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Mali, etc., on aura très peu de conditions similaires. Donc ça veut dire que lorsque on va prendre des coureurs qui ne sont habitués qu'à un seul système de compétition, ils peuvent peut-être se retrouver un peu dépaysés lorsqu'ils sortent sur des courses où on est sur une étape en ligne et tu ne vois pas l'échappée. Donc tu perds des repères. Donc je pense que ce ne serait pas une bonne idée non plus de supprimer le circuit du boulevard Thomas Sankara, mais peut-être d'essayer d'agrémenter avec des courses en ligne. Après, je sais que bien évidemment, ce n'est pas qu'une question de mauvaise volonté, hein. Je suis conscient aujourd'hui que en termes d'organisation, ce n'est pas évident. On connaît la circulation de Ouagadougou. La circulation est très dense. Oui. Et en termes de sécurité, lorsqu'on sort de la ville, ce sont des dispositifs qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas évident. Donc déjà, si on a pu avoir au moins un boulevard où tout le monde sait que les dimanches, quand on voit que c'est barré, ce sont les cyclistes qui vont y performer, c'est déjà pas mal. Maintenant, essayer toujours de faire quelques petites excursions à l'extérieur et peut-être venir terminer sur le boulevard Thomas Sankara. Ce serait pas du luxe, comme on dit. Le contournement, comme on l'appelle vulgairement, oui. Ça peut être une bonne idée. Oui, c'est vrai que le contournement, c'est un terrain qui pourrait être intéressant. Ce serait peut-être l'occasion de s'y pencher parce que il n'y a pas énormément de circulation jusqu'à présent. C'est même une route que l'on favorise à l'entraînement, notamment avec les clubs et l'équipe nationale, parce que vraiment on peut y pratiquer le sport sans avoir justement les risques de partager la route avec les différents usagers. Donc oui, effectivement, ça pourrait être pas mal avec des longues portions de ligne droite, des portions exposées au vent qui pourraient nous permettre de travailler les bordures sur de nombreux kilomètres. Parce que même sur le boulevard Thomas Sankara, lorsqu'on veut s'entraîner à placer une bordure, dès que tu as placé ta bordure, il faut déjà freiner. Il y a le virage. C'est ça. Oui. Mais après, j'ai vu également que la fédération a fait l'effort de rajouter un petit peu de distance au boulevard. C'est vrai qu'avant, on tournait juste au niveau du feu de la station Total, mais il y a une centaine de mètres qui ont été rajoutés. C'est vrai que ça permet un petit peu de continuer sur son effort, sur sa lancée. Mais effectivement, lorsqu'il va falloir travailler justement des systèmes de bordure, etc., c'est là qu'on y découvre justement les limites uniquement du circuit fermé. Alors, Paul, on parle régulièrement du terrain du Burkina. Le terrain est plat, donc on ne peut pas faire, de bonnes courses parce que ça ne monte pas, ça ne descend pas. Or que parfois, quand tu regardes au niveau international, il y a des coureurs qui viennent de pays pas aussi vallonnés qu'on le pense, mais qui arrivent quand même à performer. Qu'est-ce que vous pensez du terrain burkinabé ? Forcément, le terrain burkinabé est un handicap. Je ne vais pas dire le contraire parce que j'en ai fait les expériences. Oui. Et c'est vrai que forcément, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, si on veut être performant à la montagne, il faut s'entraîner à la montagne. Malheureusement, la topographie du Burkina ne nous permet pas d'avoir justement des terrains sur lesquels on peut s'entraîner à la montagne. Mais on peut quand même toujours essayer de travailler, de compenser effectivement avec peut-être des conditions un peu plus difficiles telles que la chaleur, le vent, etc., qui sont des éléments qui peuvent rajouter de la difficulté. Mais même en rajoutant ces éléments-là, ça ne remplacera pas véritablement la montagne en tant que telle, même si c'est vrai que quand même le Burkina est assez particulier. J'ai eu l'occasion de voyager dans beaucoup de pays et j'ai rarement vu de pays aussi plats que ça. C'est vrai que même les pays qui sont considérés comme plats, c'est vrai que le Burkina quand même est assez bien placé en la matière. Je n'ai pas la statistique, mais je pense que ce serait intéressant de chercher à savoir parmi même les pays africains, de savoir comment est situé le Burkina Faso en termes de topographie, mais je pense que vraiment on doit être sur un plateau parce que quand on fait des sorties, moi j'enregistre toutes mes sorties avec un capteur GPS et ça me permet d'avoir justement le dénivelé. Et ce que je réalise sur une sortie
d'une centaine de kilomètres ici en termes de dénivelé, c'est ce que je réalise en seulement 15 kilomètres quand je suis en Guadeloupe. Ah, Donc, oui. vous voyez qu'en 15 kilomètres, j'ai réalisé autant de difficultés Oui. en élévation que quand je fais 100 kilomètres ici Au au Burkina. Burkina Faso. Ah, oui. Donc, c'est-à-dire que quand je fais 100 kilomètres en Guadeloupe, vous imaginez bien que la difficulté est d'autant plus élevée. Donc, forcément, la qualité du travail est différente. Après, bien sûr, il y a d'autres outils qui pourraient permettre de compenser tout cela, mais véritablement, en termes de montagne, si on veut être performant à la montagne, il va falloir qu'on aille dans des pays voisins, là où il y a de la montagne, pour s'entraîner. Alors, Paul, on va parler un peu des étalons, parce que le Tour du Faso est là, vous êtes là pour le Tour du Faso. Alors, votre première sélection date de quand? Ma première sélection, c'était en 2018 à la Tropicale Amissa Bongo. Au Gabon. Au Gabon. Ça a été un autre environnement parce que là, vous êtes avec l'AS-BCL, votre club, un peu la famille. Maintenant, vous vous retrouvez avec d'autres coéquipiers, avec donc d'autres entre griffes, d'autres façons de voir les choses. Comment vous avez vécu ça? Parce que je repars toujours à vos débuts que bon, vous êtes arrivé au vélo parce que par amour. Et que bon, le fait de n'avoir pas fait tout souvent ce travail psychologique qu'on donne aux plus jeunes peut être plus ou moins un handicap. Ouais. Effectivement, ma première sélection, donc c'était en 2018 à la Tropicale Amissa Bongo. À ce moment, j'étais toujours à l'AS Sifa. À l'AS Sifa, oui. Voilà, donc quand je suis arrivé avec le regroupement de l'équipe nationale à Bobo-Dioulasso, c'était mes premières rencontres avec les coéquipiers de l'équipe nationale. Et ça a été une belle expérience parce que voilà, j'ai eu à rencontrer le capitaine de l'époque, Abdulaziz Nikiema, Oui. qui a été aussi un grand partisan aussi de ma réussite parce que lui aussi m'a tout de suite pris sous son aile, comme on dit, et il m'a guidé dans vraiment tout le processus d'intégration, etc., ainsi que Mathias Sorgo. Donc vraiment, quand je suis arrivé à la Tropicale Amissa Bongo, ça a été un grand choc. Parce que j'avais à peine, même pas un an de cyclisme dans les jambes. Ah oui? Et je suis arrivé sur la Tropicale Amissa Bongo au niveau professionnel avec des coureurs cyclistes qui ont déjà participé plusieurs fois au Tour de France. Oui. Mais bon, je pense que aussi avec l'euphorie du débutant, ça ne m'a pas impressionné plus que ça. Je suis vraiment rentré dans le bain vu que j'étais bien aussi bien entouré. Donc ça fait que bon, j'ai pris le départ de la course, j'ai même pu participer à des échappées. Mais bon, malheureusement, au bout de la 3e ou la 4e étape, je crois, j'ai dû plier bagage parce que c'était beaucoup trop pour moi, l'organisme n'en pouvait plus. Oui. Et après, voilà, bon, ça a été une belle expérience, je me rappelle toujours. Alors, avec les étalons cyclistes, vous avez participé à pratiquement tous les tours. Alors, comment Paul peut résumer, justement, parce que vous avez gagné beaucoup, Tour du Bénin, Tour de Côte d'Ivoire. Bon, j'allais dire, vous étiez un peu le cannibale de la sous-région, comme Eddy Merckx à l'époque, quand il courait. Alors, justement, cette expérience des courses au niveau de la sous-région et au niveau interafricain, comment Paul les voit aujourd'hui, justement, de la Guadeloupe où il réside aujourd'hui en tant que coureur professionnel? Eh bien, je trouve que c'est vraiment un avantage que l'on a. Et je suis toujours reconnaissant de la fédération d'avoir fait très souvent appel à mes services en me sélectionnant dans l'équipe nationale parce que le fait de participer à beaucoup de tours, ça permet vraiment d'être vraiment en super forme. Parce qu'un tour, c'est minimum 5 à 6 étapes en fonction des formats, jusqu'à 10 étapes pour des courses comme le Tour du Faso. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes un coureur cycliste et que vous partez sur une compétition comme cela, vous savez que vous avez 6 jours minimum de courses successivement où vous allez devoir être à fond, indépendamment de votre volonté, indépendamment de votre état de forme. Il va falloir être là, être présent. Et le fait d'en participer à plusieurs dans la saison, ça fait que à la fin de la saison, on se retrouve avec un nombre quand même conséquent de kilomètres de course, un nombre de kilomètres de préparation aussi qui est conséquent parce que chaque tour, il faut effectuer une préparation pour quand même représenter dignement l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, quand je me retrouve en Guadeloupe et que je constate en arrière tout ce que j'ai accompli, eh ben je me considère vraiment comme chanceux d'avoir pu courir justement en Afrique où
c'est un continent où l'on retrouve beaucoup de courses par étapes. On voit, il y a le Tour de Mauritanie. Ce serait même difficile de tous les citer, tellement il y en a. Oui. Et voilà, ça fait que dans une saison, on se retrouve avec un nombre de jours de courses assez important. Donc, lorsqu'on est un coureur de l'équipe nationale qui a l'occasion de sortir régulièrement, eh bien, tout ça, ce sont des éléments qui permettent justement de franchir un cap au niveau physique et même mental, de pouvoir se mobiliser comme ça successivement sur plusieurs jours de course. 2023, c'est la consécration avec le maillot jaune du Tour du Faso. Alors, comment vous remémorez un si grand événement? Et pour vous, et naturellement pour toute la nation, parce que le maillot jaune du Tour du Faso fait la fierté de tous les Burkinabés. Effectivement, le Tour du Faso 2023, je dirais que c'est le tour avec lequel j'ai eu une approche et une préparation différentes, parce que voilà, ça faisait déjà plusieurs années que je participais au Tour du Faso. J'ai tout de suite participé en 2018 lors de ma première année de sélection. Mais malheureusement, je n'avais jamais pu remporter ne serait-ce qu'une étape ou un maillot, ou n'en parlons pas du général même. Mais j'avais pu assister justement au sacre notamment de Mathias Sorgo. Oui. Donc forcément, ça m'a tout de suite donné le goût. C'est-à-dire première sélection, les coéquipiers, ça y est, on gagne. Donc forcément, l'année qui suit, un petit peu de déception lorsqu'on n'y arrive pas, parce que beaucoup de gens se disaient que voilà, j'étais peut-être le prochain à pouvoir gagner le Tour du Faso. Mais voilà, ça n'avait pas fonctionné pour moi, et peut-être que je m'étais mis trop de pression jusqu'à présent. Donc effectivement, 2023, j'ai abordé ça de façon un petit peu différente. Grâce aux différentes compétitions auxquelles j'ai participé, les Jeux olympiques, les différents championnats du monde, ça m'a permis d'avoir une certaine maturité, une certaine lucidité face à la pression que l'on peut rencontrer sur la course. Donc vraiment, j'étais parti dans l'optique vraiment de juste participer, de donner le meilleur de moi-même. Et finalement, j'ai vu que cette approche-là a été la solution gagnante. Parce que même en termes de préparation, j'ai pu faire ma préparation assez librement, sans me mettre de pression négative. Et forcément, lorsqu'à la première étape, je remporte la première étape et donc le premier maillot jaune, même si on revoit les images, on peut voir effectivement toute cette joie qui se libère. Absolument. Parce que voilà, c'était finalement beaucoup de travail, beaucoup de déceptions aussi personnelles qui se sont vraiment envolées en franchissant la ligne. Et après, je pense que ça n'a été que du bonus lorsque j'ai remporté les différentes étapes. Mais vraiment, cette étape, ça a été vraiment le déclic et la libération. D'accord. Alors, après justement ce Tour du Faso, on sent que Paul veut franchir un cap, parce que c'est chose. Justement, à l'époque, nous avons rencontré Bruno Hermilly, qui nous a expliqué pourquoi il était nécessaire pour vous de changer d'atmosphère et de type de compétition. On l'écoute. Pour le développement de sa carrière, il était utile qu'il quitte un peu le Burkina afin de pouvoir faire beaucoup de compétitions à un haut niveau en Guadeloupe. On avait plusieurs contacts là-bas en Guadeloupe. Paul en avait un sérieux à la GSC. Ça s'est concrétisé rapidement. Et donc, on a signé et on est parti là-bas. C'est un jeune club qui veut devenir grand, d'accord. Donc, il a recruté Paul dans un esprit déjà de formateur, mais également pour développer Paul. Voilà. Donc, dans l'esprit, ce club se donne 3 ans pour atteindre l'élite nationale, d'accord. Et Paul est encore jeune, mais Paul doit aussi grandir et essayer, avant 3 ans, d'accéder au rang professionnel. Alors, pour aller, Bruno Hermilly l'a dit, comment ça passait les échanges entre vous et lui pour que vous puissiez choisir justement de partir en Guadeloupe? Eh bien, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans l'émission, oui. Bruno a été vraiment celui qui m'a épaulé, celui qui m'a guidé et celui qui m'a mis, comme on dit, le pied à l'étrier. Donc forcément, lorsque j'ai été contacté par le club du GSC en Guadeloupe, je lui ai tout de suite demandé conseil, ainsi qu'à mes parents. Et forcément, ça a été plus facile pour lui de me conseiller, parce qu'il avait eu déjà à courir en Guadeloupe dans sa carrière cycliste. À l'époque, donc il savait déjà quelles étaient les conditions en Guadeloupe, comment se déroulait la vie là-bas, la vie de cycliste, etc. Donc forcément, ça a été pour moi un soutien essentiel, parce que voilà,
je ne connaissais pas du tout le milieu guadeloupéen. Oui. Donc forcément, avoir quelqu'un qui a déjà vécu là-bas, qui a déjà couru là-bas, etc., et qui vous donne ce genre de conseils, et bien forcément, ça a permis de vraiment aiguiller le choix et finalement, ben, ça s'est porté sur le GSC en Guadeloupe. On a envie de vous demander, le cyclisme en Guadeloupe, c'est quoi? C'est comment? Ben, je dirais que le cyclisme guadeloupéen, c'est quand même assez différent de celui que l'on rencontre ici. Ok. Vu que c'est un cyclisme qui est rattaché à la Fédération française de cyclisme, vu que la Guadeloupe, c'est un département français. C'est ça. Donc du coup, ils ont un comité qui dépend de la Fédération française de cyclisme. Donc ça veut dire que quand même la gestion est différente. Je pourrais dire que la majeure différence avec le cyclisme burkinabé, c'est au niveau de la relève, parce qu'effectivement là-bas, le cyclisme commence très tôt. Au GSC, par exemple, nous avons une catégorie école de vélo, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, mais qui ont déjà leur tenue, qui ont déjà des casques, qui participent à des compétitions. Donc ça fait que voilà, ils ont le temps de s'épanouir, d'avoir un parcours différent du mien, de pouvoir justement grandir dedans. Oui. Donc on a des catégories, par exemple en Guadeloupe, si vous prenez un peloton de coureurs juniors de moins de 18 ans, de 16 à 18 ans, mais peut-être même qu'ils sont même plus nombreux que les cyclistes que l'on a ici, toutes catégories confondues. Ah oui. Donc vous voyez que c'est... Et pourtant, c'est quand même pas, c'est pas aussi peuplé que ça. Non, c'est pas aussi peuplé que ça. Mais après, le vélo aussi, c'est un sport populaire là-bas. Vraiment, les gens adorent vraiment le cyclisme. Le Tour de la Guadeloupe, c'est un événement, on peut dire, entre guillemets, national là-bas. Donc oui, c'est un cyclisme qui vit aussi, qui vibre beaucoup. On voit également beaucoup de personnes se mobiliser sur le bord de la route, comme on le voit sur le boulevard Thomas Sankara. Vraiment, les gens sortent massivement pour encourager leurs cyclistes. Les partenaires aussi sortent nombreux parce que voilà, ce sont très généralement beaucoup de passionnés de cyclisme qui décident d'investir dans le milieu. Donc ça fait que voilà, il y a beaucoup d'émulation, vraiment à tous les niveaux, que ce soit chez les élites ou vraiment chez les plus petits. Il y a à tous les niveaux, vraiment, c'est assez bien structuré. Alors, vous arrivez dans ce milieu, vous êtes tout nouveau, éponyme au niveau du Burkina, mais vous arrivez dans un milieu un peu, entre griffes, peut-être un peu mieux organisé qu'ici. L'intégration, comment vous avez été accueilli et comment justement vous êtes adapté à ce cyclisme que vous avez découvert? Eh bien, je pense que l'adaptation s'est faite assez rapidement parce que le peuple guadeloupéen, c'est un peuple finalement qui est très accueillant. Quand je suis arrivé, ça a été très surprenant parce que voilà, moi je suis arrivé un petit peu dans ma manière, un petit peu timide, un petit peu réservé. Mais tout de suite, ce sont les gens qui sont venus vers moi, qui m'ont proposé voilà, de venir. Des fois, bon, je suis à la maison, des fois j'ouvre la porte le soir, je vois que des gens ont déposé un panier de fruits, un panier avec du pain parce que voilà, ils ont pensé à moi, et ils savaient que je ne connaissais pas encore toutes les épiceries du coin. Donc vraiment, vous voyez, ce sont des petits détails qu'il faut que lorsque vous arrivez dans un milieu qui est totalement différent, vous êtes à l'aise. Je suis arrivé aussi dans un club où il y avait énormément de bénévoles qui m'ont tout de suite bien accueilli, vraiment, qui m'ont vraiment mis à l'aise afin que je sois vraiment... que je ne sente pas la différence en termes de culture et en termes de différence parce que voilà, en termes de fuseau horaire, c'est très différent. Ah oui. Donc, ça fait combien? Eh bien là, on est sur du -4 actuellement sur la Guadeloupe, par rapport à l'heure burkinabé. Donc vous voyez que ça fait GMT, voilà, le GMT. Oui. Donc ça fait beaucoup, même pour communiquer des fois avec les proches ici. Il faut calculer. Voilà, il faut calculer pour passer des appels. Donc oui, tout ça, ce sont des éléments qui auraient pu être un frein à mon intégration, mais finalement, ça n'en a pas été le cas. J'ai eu la chance aussi d'arriver, justement, comme l'a dit Bruno, dans un club modeste qui venait de commencer. Donc forcément avec un staff modeste qui m'ont accueilli vraiment de façon très agréable. Et après, finalement, ça s'est fait assez rapidement vu que j'ai pu gagner une course avec le GSC, même, je crois, à peine un mois après mon arrivée. Oui, alors, quel rôle vous a été attribué? Comme vous l'avez dit, dans un peloton, chacun joue son rôle. Tout de suite, quel rôle votre entraîneur, votre directeur sportif, comme on l'appelle en cyclisme, vous a attribué?
Eh bien, vu que j'avais été contacté après le Tour du Faso que j'avais remporté en 2023, forcément, le Tour du Faso avec son aura et sa visibilité m'avait permis d'obtenir un statut quand même assez élevé du fait que c'était une compétition UCI 2.2 au même titre que le Tour de Guadeloupe, Oui. en Guadeloupe. Donc du coup, ça fait qu'ils avaient voulu recruter un coureur d'expérience avec lequel ils pourraient justement faire monter le club petit à petit avec justement tout un processus de partage d'expérience, etc. Parce que bon, on le sait très bien, les clubs vivent grâce aux subventions, grâce aux sponsors qui donnent de l'argent, etc. Mais ces clubs en retour demandent justement de la visibilité. Donc Absolument. en cyclisme, la visibilité, c'est la victoire. Donc forcément, pour grandir, il faut passer par la victoire. Donc Oui. c'est un petit peu dans ce sens-là qu'ils m'ont demandé de venir en Guadeloupe afin de les aider justement à accomplir justement ce processus-là, de remporter des compétitions. Et après, ensuite, moi aussi, en retour, d'y trouver mon intérêt en ayant un peloton différent, Absolument. un peloton nouveau, avec une structure différente, un terrain différent. Donc voilà comment on a trouvé un petit peu notre compte et l'objectif de ma venue justement en Guadeloupe. Il y a à peu près combien de courses par an en Guadeloupe? C'est dommage parce que j'étais censé faire les comptes ce matin parce Oui. que je voulais faire la statistique mais je n'ai pas eu le temps. Ah non, il n'y a pas de Mais souci. je pense qu'on doit être facilement aujourd'hui, je pense à une 60aine de jours de course 2 jours de course. sur l'année parce que contrairement à la physionomie de la course que l'on peut retrouver sur le continent africain, il y a moins de tours. Mais il y a plus de courses d'une journée. C'est-à-dire ok. que sur la saison, lorsqu'on démarre en février-mars à peu près, tous les week-ends, il y a une compétition. Tous les week-ends. Des fois même, on peut avoir des compétitions, des mini-tours qui se déroulent sur 3 jours, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, on a une course. Le week-end d'après, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça fait qu'au fur et à mesure, mine de rien, les jours de course s'accumulent et on est tout le temps en prise parce que voilà, il faut maintenir le cap au fur et à mesure des week-ends. Physiquement, c'est plus éprouvant? Oui, physiquement, c'est plus éprouvant parce que lorsqu'on a un tour, comme je l'ai dit, de 5 ou 6 étapes, on se prépare pour l'événement. On sait que voilà, on a un regroupement avec l'équipe nationale, on se prépare pour ça. 5 à 6 jours de course, on est à fond, on est dans notre bulle et après, bon voilà, on repart dans notre processus de préparation. On peut faire peut-être 3 semaines, 4 semaines sans avoir de compétition. Ça nous permet de nous préparer à l'entraînement, ce qui est différent. Alors que là, quand tous les week-ends vous avez de la compétition, mentalement et physiquement, c'est différent parce qu'il faut être mobilisé tous les week-ends. Donc dans la semaine, il faut continuer à s'entraîner. Et forcément, quand les week-ends s'enchaînent comme ça, les week-ends de course, ça fait que finalement, on a très peu de temps pour soi et sa famille parce que voilà, les courses, comme je l'ai dit, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc le dimanche matin, au lieu de pouvoir aller à la plage avec les amis en Guadeloupe, il faut aller courir et tu fais tes 150 km et tu rentres le dimanche midi, tu es fatigué, tu dors toute l'après-midi et le lundi, tu recommences le processus d'entraînement pour le week-end prochain où il faut que tu sois mobilisé. Donc effectivement, physiquement, ça permet aussi de travailler et mentalement aussi, ça permet de vraiment rester au top. Alors Paul, on est presque en fin d'émission. Alors je remarquais chaque fois que je vois que vous êtes très proche de vos parents, notamment votre mère à qui nous disons d'ailleurs merci de nous avoir donné un champion. Alors quel a été le rôle de votre famille justement dans votre carrière? Eh bien, ma famille a joué un rôle, je peux dire, très important parce que lorsqu'on est un sportif, notamment de haut niveau, il y a un nombre impressionnant de personnes qui rentrent dans le processus justement de consolidation du personnage, etc. Et justement, la famille en fait partie. Donc, avoir des parents qui sont proches de vous et qui vous accompagnent et qui vous soutiennent, forcément, c'est un bonus. Moi, je dis, parfois même, c'est ce qui peut faire la différence d'avoir des parents qui sont avec vous. Donc moi, personnellement, ça a été très important pour moi parce que j'ai commencé ma carrière de cycliste dans une période assez charnière de ma vie parce que
C'était au moment où je passais le baccalauréat. Ah oui. Donc du coup, ça avait été très compliqué pour moi d'allier justement les études et la carrière professionnelle, ainsi qu'à l'université de l'IAM dont j'ai fait ma licence. Donc la famille a été là pour moi pour me soutenir lorsque ça n'allait pas, lorsque c'était peut-être un peu plus dur, avoir les mots qu'il faut pour me permettre de remonter la pente même dans les jours où c'était un petit peu morose. Donc vraiment, je les remercie d'avoir été à mes côtés et d'avoir cru en moi, même quand moi-même je n'y croyais pas. D'accord. Vous êtes tout le contraire de Ray Sugar. Ah oui, alors, Paul, j'ai regardé. Bon, c'est vrai que et moi, mes doigts sont libres, mais pour moi j'ai un lieu pour me poser à la maison. En fait, je me lavais, donc j'ai oublié ma bague à la maison. Oui. Voilà. Alors, mais je vois que au niveau de vos doigts, il n'y a rien. Et ça veut dire que Paul attend que quelqu'un lui mette une bague. Ben, techniquement, c'est moi qui devrais mettre la bague. Donc, la bague n'est pas encore mise, mais voilà, la personne est là et voilà, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de mettre cette bague. C'est comme un peu ce maire de Ouagadougou qui dit que le fauteuil est vide, mais il est occupé. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pas visible, mais c'est là. Mais il y a déjà une bague. Oui, alors Paul, on est presque en fin d'émission. Alors, ce Tour du Faso, 36e édition, vous êtes venu défendre les couleurs du Burkina, votre pays. Quel message vous avez donc, pour les téléspectateurs de BF1 à la veille du départ de ce tour? Eh bien, je tiens à remercier tous les téléspectateurs qui auront suivi cette émission-là, d'avoir pris de leur temps pour m'écouter et écouter le message qu'on a passé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la fédération, le ministère et le fonds ont fait appel à mes services depuis la Guadeloupe pour venir défendre les intérêts du pays. Et je leur en suis très reconnaissant parce que logistiquement parlant, financièrement parlant, c'est énorme. Donc moi aussi j'en ai conscience. Donc aujourd'hui, je tiens à faire passer le message qu'on est prêt. On a effectué une bonne préparation avec l'équipe nationale. J'ai pu rencontrer les coéquipiers, on a échangé. Vraiment, on est tous sur la même longueur d'onde avec les coéquipiers, le staff technique. Et on a vraiment envie de rapporter ce titre au peuple burkinabé ainsi qu'à nos VDP, comme on dit. Parce qu'effectivement, nous aussi, on se bat sur le terrain. Et on a toujours une pensée pieuse envers eux et de tous les sacrifices qu'ils effectuent. Donc effectivement, nous, on a vraiment envie de leur rendre ce service-là et d'apporter un minimum de joie dans ces temps-là qui sont là avec nous, le peuple burkinabé. Alors Paul Domon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez aimé dire, justement, que nos questions ne vous ont pas permis d'évoquer? Eh bien, on a quand même fait le tour des questions et de tout ce qu'on pouvait aborder. Mais voilà, si je devais peut-être évoquer un sujet, c'est peut-être aujourd'hui, vu que le micro m'est accordé, voilà, demander justement à toutes les personnes, toutes les entreprises, etc., qui peuvent véritablement accompagner le cyclisme, de bien vouloir le faire parce que malheureusement, c'est un sport qui au départ coûte très cher. Avant de pouvoir avoir ne serait-ce que des résultats. On a du matériel à acheter, des entraînements à préparer. Et aujourd'hui, mon expérience m'a permis, notamment le fait d'aller en Guadeloupe et de résider là-bas, de pouvoir effectuer le contraste. Et je pourrais dire que c'est aujourd'hui ce qui me chagrine un peu le plus, de ne pas voir davantage justement de partenaires associés justement aux différents clubs et aux différentes fédérations, de pouvoir justement les accompagner. Donc j'aimerais bien que voilà, ça puisse se faire parce que je vois le potentiel que certains des coureurs ont ici. Et quand je compare ce potentiel-là et je vois les moyens qui sont mis à leur disposition, vraiment ça me chagrine un petit peu parce que j'ai l'impression que ce sont des talents gâchés. Ce sont peut-être même des coureurs qui seront beaucoup plus forts que moi. Peut-être qu'on aura des coureurs qui seraient capables, voilà, à mon âge, d'avoir déjà remporté des titres au championnat du monde ou même au Tour de France, mais qui finalement n'ont pas la possibilité de s'exprimer parce que justement les moyens n'y sont pas. Donc bon, j'espère et j'ai la foi qu'avec la dynamique que prend le Burkina Faso à remonter la pente petit à petit, avec la paix qui s'installe, le retour des différents investisseurs, mais aussi par souci de patriotisme, vraiment que ces entreprises-là
puisse vraiment faire un geste afin de pouvoir venir en aide à tous ces cyclistes-là et à tous ces clubs-là qui ont besoin finalement de quelques billets pour vraiment réaliser de grands projets et permettre aussi d'apporter toujours la joie et de faire rayonner le drapeau burkinabé au-delà de nos frontières. Merci Paul Domo d'être passé nous voir. Ça a été une très grande joie d'échanger avec vous pendant 52 minutes. En tout cas, ce que vous faites, je pense que les Burkinabés ne l'oublieront pas de sitôt, puisque on espère que le 2 novembre, vous allez encore vous revêtir de la plus belle tunique, la tunique jaune du Tour du Faso. Bonne chance à vous, bonne chance à vos coéquipiers. Merci d'être passé. En tout cas, c'est une joie pour nous encore renouvelée. Merci Paul Domo et bonne chance pour votre carrière, que ce soit au Tour du Faso ou en Guadeloupe. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission avec notre champion du jour, le cycliste international burkinabé Paul Domo. Merci à Irène Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toué, notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Justement, Paul Domo l'a dit, force et courage à vous qui vous battez sous la chaleur et le vent pour que nous puissions venir parler de cyclisme, Paul Domo et d'autres sports. La victoire, c'est pour bientôt. Sur ce, on se dit au revoir et à vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport. Paul.